va être relativement long. C'est pour ça que j'ai prévu de faire après le repas. Mais n'était pas prévu d'avoir, enfin, m'avait pas prévu qu'il y avait 2 entrées. Et m'a peur qu'après, qu'après tout le monde dort. D'accord. Donc, on va essayer donc de brosser assez rapidement un petit peu la situation et que ça nous pense à lutte ouvrière par rapport à la situation. Alors, le règne des capitalistes sur toute la planète, pour nous, c'est une absurdité criminelle. Car malgré les grandes découvertes technologiques qui auraient pu, depuis longtemps, mettre toute l'humanité à l'abri du besoin, que cela soit en matière de produits alimentaires, en logement, en santé, en éducation, en loisirs, en culture, tout simplement en paix, partout dans le monde, la situation se dégrade. Même l'accès à l'eau n'est pas assuré. La situation à Madagascar a une caricature monstrueuse. Dans le sud de l'île, la famine saisit. Les images diffusées sont terribles. On y voit des hommes, des femmes et des enfants amaigris par une famine qui les ronge depuis des mois, abandonnés à leur sort par les autorités malgaches. La sécheresse n'est pas la seule responsable. Les hommes d'affaires qui pillent Madagascar, en volant les caisses de l'État et en exploitant les travailleurs, sont plus responsables encore que la sécheresse. Les investissements utiles et indispensables à la population, qui auraient pu les sauver de la famine, ne figurent que dans les discours électoraux des candidats à la présidence de la République. 500 000, voire même 1 million de Malgaches sont menacés de mourir de faim. Et le président n'a rien trouvé de mieux que de se faire filmer dans la région du Sud pour y faire des vagues promesses comme s'il était en campagne. Il est à l'image de l'impuissance totale de la bourgeoisie malgache, cynique et révoltant. Il est bien plus pressé de satisfaire les intérêts des parvenus et des capitalistes du monde entier qui profitent de Madagascar, en pillant sans retour les nombreuses richesses naturelles, minières, agricoles, et en exigeant le remboursement des prêts accordés à des taux exorbitants, des taux d'intérêt. La dictature du capital, les travailleurs la ressentent dans leur chair à Mayotte. Une grève qui a duré 9 semaines et où la direction n'a lâché qu'une misère, c'est-à-dire 30 €. Pendant toute la durée du conflit, avec toute la complicité de l'appareil d'État, le préfet, l'inspecteur de travail, les médecins du travail, les tribunaux qui ont fait la chasse aux grévistes, toutes ces pressions ont eu raison de la résistance d'un jeune père de famille de 34 ans, traumatisé par les procédures et surtout par les menaces de la direction qui menaçait de licencier, notamment certains de ses proches qui travaillaient avec lui et qui a fait grève avec lui. Cette même direction a, sans honte, fait part de ses condoléances alors qu'elle et ses soutiens gouvernementaux en sont responsables. À Mayotte, comme ici, et comme partout dans le monde, en fait, les patrons sont les rois et les salariés les esclaves. S'il y a une chose qu'ils savent faire, c'est se saisir de toutes les occasions pour défendre leurs intérêts. L'épidémie n'a pas créé la crise économique. Elle n'a fait que l'accélérer et l'approfondir. Avec l'aggravation de la crise qui accentue la désorganisation générale de toute une partie de la société, les capitalistes doivent faire face à une diminution de leurs profits. Et contre cela, les patrons ne connaissent qu'une solution pour y remédier, tenter d'augmenter leur taux de profit en aggravant l'exploitation. Dans cette attaque générale contre l'emploi, il y a les grands groupes industriels qui sont les donneurs d'ordre et les sous-traitants, les fournisseurs de ces grands donneurs d'ordre. Cette attaque générale est non seulement dévastatrice pour les travailleurs qui perdent brutalement leur seul moyen de vivre, mais elle est tout autant pour l'ensemble de la société. Les entreprises qui ferment, qu'elles soient petites ou grandes, cela a des effets mortels sur tout le territoire où elle est installée. Quand des centaines, des milliers de familles de travailleurs voient leurs ressources chuter
quand il n'y a que le chômage comme perspective, cela impacte forcément la ville, le département, la région. Ce sont les commerçants, les artisans, les patrons encore plus petits qui vont pâtir et vont voir à leur tour leurs difficultés s'aggraver. À La Réunion, l'épidémie Covid s'est traduite pour les travailleurs par une baisse des salaires et des contraintes supplémentaires sur le lieu de travail. Pendant la première période, les masques et les produits désinfectants étaient introuvables, y compris dans les hôpitaux et pour les infirmières ou les aides à la personne. À l'Union régionale Est de la CGTR, les militants syndicaux voient toutes les semaines des dizaines de salariés entamer des procédures au prud'homme contre licenciements abusifs. Les salariés sont licenciés par des petites entreprises victimes de la crise, mais aussi de la rapacité des donneurs d'ordre qui sauvent leurs profits en privant les travailleurs de leur gagne-pain. Dans l'île, l'aide à la personne est un secteur très lucratif qui a été donné en pâture à quelques margoulins et profiteurs. Au lieu que ce soit un grand service public, ils en ont fait des entreprises profitables où les cadences sont dures et les salaires minables associés au SMIC et à temps partiel. Même les quelques droits de base ne sont pas respectés si les salariés ne se battent pas pour les imposer. Nous ne savons pas quand les travailleurs ont repris confiance dans leur force collective. Mais nous devons aujourd'hui semer les idées qui leur serviront, qui leur seront vitales dans les combats futurs. Ces idées, ce programme politique, c'est d'abord de combattre les idées majoritaires à la mode, où tout est bon pour brouiller les consciences, pour faire disparaître la conscience de classe. Dans l'actuelle période marquée par les fermetures d'entreprises et les licenciements de masse, nous devons combattre le souverainisme. Les programmes de la propagande sur la relocalisation, sur les stratégies industrielles, toutes ces idées sont portées par les politiciens de gauche comme de droite, et même par les responsables syndicaux. Ces idées sont en fait des idées de repli, de division entre travailleurs d'ici et d'ailleurs. Aider les patrons. On nous a déjà fait le coup à de multiples reprises. Avec Hollande et son CICE, l'État a accordé des milliards en baisse d'impôts au grand patronat promettant d'investir et de créer 1 million d'emplois ou augmenter les salaires. On a vu ce que ça a donné. Toutes ces histoires de pactes, de contrats, d'accords avec le patronat sont des escroqueries. Alors jouer au conseiller du patron sur la façon dont il doit investir son argent, relocaliser ou réindustrialiser le pays, comme le font donc ces politiciens ou ces responsables, est tout simplement ridicule. Autre tromperie, celle du protectionnisme. Il serait possible, d'après eux, d'empêcher les fermetures d'usines et ces délocalisations en imposant les droits de douane, comme le disent la gauche réformiste, du PCF, de la France Insoumise ou même du côté de Le Pen. Pendant que tous ces politiciens dénoncent la concurrence déloyale, la politique ultralibérale ou la mondialisation, ils dédouanent les véritables ennemis des travailleurs, les maîtres de l'économie, les gros actionnaires, les capitalistes. Ici, le Parti communiste puis la droite, la gauche se sont succédés au pouvoir en entonnant le refrain de la production locale, en faisant payer la population notamment l'octroi de mer et en arrosant à coups de centaines de millions de subventions les capitalistes. Pourtant, cela n'a jamais fait reculer la pauvreté ni la misère à La Réunion. Sur la période de 2008 à 2020, le chômage a doublé, passant de 91 000 à 183 000. Or, jamais autant de budget public, autant de subventions ont été mis à la disposition des capitalistes localement. À l'époque de la mondialisation de l'économie, raisonner à l'échelle nationale ou insulaire, c'est illusoire. Mais c'est surtout réactionnaire. Tant que le grand capital reste le maître, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, quand il veut. Et les discours sur les politiques industrielles des produisants français ou produisants réunionnais ne sont que des bavardages de politiciens. Ceux qui décident, ce sont ceux qui ont le capital. Et leurs décisions
c'est celle de faire du profit maximum. Alors pas question d'entonner ce refrain nationaliste à la remorque des capitalistes. Les statuts historiques de la CGT, votés au congrès d'Amiens en 1906, précisaient que l'émancipation intégrale ne peut se réaliser que par l'expropriation des capitalistes. Jusqu'en 1995, les statuts de la CGT affirmaient qu'elle regroupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. La crise actuelle montre à quel point cet objectif reste d'actualité. C'est une perspective que les dirigeants confédéraux au niveau syndical et les dirigeants qui se disent de gauche ont abandonné depuis longtemps. Mais c'est la seule perspective valable. C'est celle que nous, militants communistes révolutionnaires, défendons encore et toujours. Si la bourgeoisie est incapable d'assurer un emploi à tous, avec les salaires dignes, dans le cadre de son système, si elle mène à la ruine, y compris les couches intermédiaires que sont les petits patrons, les commerçants et les artisans, alors elle doit être expropriée et laisser la place aux travailleurs, qui feront infiniment mieux qu'elle. Comme l'écrivait très simplement Trotsky dans son programme de transition, si le capitalisme est incapable de satisfaire les revendications qui s'agissent infailliblement des maux qu'il a lui-même engendrés, eh bien qu'il périsse. Oui, les travailleurs sont parfaitement capables de diriger les entreprises 1000 fois mieux que cette minorité de parasites. Les travailleurs n'ont ni capitaux, ni cours boursiers à préserver. Ils n'ont que leur emploi et leur salaire. C'est ce qu'ils ont d'essentiel à sauver dans cette crise. Face à l'effondrement de l'activité, il faut répartir le travail entre tous les travailleurs, qu'ils soient en CDI ou en CDD, en intérimaire, en salarié de la sous-traitance. Si l'activité est réduite, les cadences doivent baisser et le temps de travail doit être réduit. Les salaires maintenus intégralement en prenant sur les profits. Et si cela fait chuter les profits, et alors la vie des travailleurs et de leurs familles ont plus de valeur que leurs profits. Notons qu'en même temps, que la fortune des milliardaires en France est passée de 81 milliards en 2009 à 439 milliards en 2020. L'argent ne manque donc pas pour tout le monde. De plus, l'État a bien trouvé 100 milliards pour son plan de relance de l'économie. Avec ces 100 milliards, on peut déjà créer 2,7 millions d'emplois payés à 1 800 € net, cotisations comprises. Si ces emplois utiles ne sont pas créés, c'est que la bourgeoisie s'y oppose, comme elle s'oppose à toutes les dépenses publiques qui ne lui sont d'aucun profit. Le seul moyen d'éviter que les travailleurs soient transformés en miséreux, réduits à dépendre de la charité publique et privée, est de porter le SMIC à 1 500 € net et d'augmenter les salaires au rythme de la hausse des prix par l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire par l'indexation sur les prix. À la logique de la rentabilité et de performance de la bourgeoisie, les travailleurs ont à imposer leur nécessité vitale, des emplois, des augmentations de salaire et un contrôle ouvrier sur les agissements du grand patronat qui nous mène de crise en crise. Voilà le programme de lutte que nous devons défendre auprès des travailleurs. Des mesures qui ne peuvent être imposées à la bourgeoisie, non pas à travers des élections ou par l'action de soi-disant leaders au service du peuple qui s'empressent de trahir dès qu'ils arrivent aux affaires. Elles devront lui être imposées par le seul langage qu'elle connaît, celui de la lutte massive, puissante et déterminée de la classe ouvrière. Aujourd'hui comme hier, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Il faut mettre en avant des mesures qui ont comme objectif de contester le pouvoir des capitalistes dans les entreprises et sur la société, car fondamentalement, il s'agit de ça, contester par la lutte le pouvoir de la bourgeoisie. Certes, aujourd'hui, les travailleurs ne se battent pas, mais en matière sociale, les choses peuvent changer très rapidement. La colère peut rapidement exploser, la peur peut changer de camp, et c'est dans ces moments-là que tout deviendra possible.
pour que l'énergie extraordinaire des prochaines grandes révoltes sociales ne soit pas détournée vers des voies de garage, mais au contraire, qu'elle permette enfin de commencer à remettre en cause la domination de ce régime capitaliste pourri, irresponsable et criminel. Ces moments de révolte sociale, nous nous y préparons maintenant, par choix politique et militant. Cela ne tient qu'à nous de garder le cap des idées de la lutte de classe. La boussole des idées communistes révolutionnaires est de le faire partager le plus largement possible. Nous sommes bien déterminés à continuer à le faire contre vent et marée, y compris contre l'épidémie du Covid. Alors même si la crise sanitaire est à mettre sur le compte de l'organisation capitaliste, le virus n'est évidemment pas une fabrication des capitalistes. Mais l'ampleur qu'a pris la crise sanitaire, le nombre de morts et l'incapacité des États, y compris des États-Unis, des États les plus riches, à le contenir, sont le fruit de l'organisation capitaliste de la société. La France est un des pays les plus développés qui s'enorgueillit de son système de santé. Les pouvoirs publics ont improvisé de bout à bout parce qu'il manquait de tout, de masques, de places dans les hôpitaux, de respirateurs, de personnel dans les hôpitaux, les EHPAD, et même des principes actifs pour produire du paracétamol. La raison de cette situation est liée à l'irresponsabilité de tout un système où il n'y a que le fric qui compte et où investir dans la santé publique est vu par le grand patronat comme de l'argent jeté par les fenêtres, de la dépense publique contraire à ses intérêts, contraire à sa sacro-sainte compétitivité. Cette épidémie a démontré une fois de plus que la course au profit et à la compétitivité, la recherche aveugle de la rentabilité est dangereuse et criminelle. Elle est dangereuse et criminelle dans la santé, où 100 000 lits ont été supprimés dans les hôpitaux en 20 ans. Mais elle est aussi en instaurant des quotas de recrutement de médecins. Elle est dans les transports, elle est dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, où les contraintes de rendement conduisent à polluer l'air, le sol, les nappes phréatiques. Ni les profits, ni la rentabilité ne doivent guider l'économie. L'économie doit répondre aux besoins vitaux de la population mondiale. Elle doit assurer l'avenir de la planète et elle est capable de le faire car l'humanité n'a jamais eu autant de possibilités techniques et scientifiques. Mais pour cela, il faudra que les travailleurs, la classe ouvrière au sens large, prennent le pouvoir en imposant et imposent une gestion collective des grands moyens de production, la société communiste. On n'y est pas, mais cela doit être le but de tous ceux qui rejettent la société actuelle. L'espoir, l'idéal, l'utopie, diront certains, doivent exister. Car il s'agit d'une utopie féconde, du genre de celles qui font avancer l'humanité. Et si la classe sociale susceptible de la mettre en œuvre s'en empare, cette utopie peut devenir réalité. La perspective d'une société sans exploitation, d'une société vraiment collective, débarrassée des classes sociales, a toujours été présent, même dans les pires périodes de recul du mouvement ouvrier. Si cette perspective a régressé, si elle a presque disparu des consciences ouvrières, c'est qu'il n'y a plus de parti pour la défendre. La gauche ayant depuis longtemps trahi les travailleurs. À ce propos, dans les éditions du 13 octobre 2020, le quotidien fait le bilan des activités des députés réunionnais au sein des commissions à l'Assemblée nationale. On peut dire que les 7 députés de la Réunion, quelle que soit leur couleur politique, ont un point commun. Ils se démènent pour le patronat, tant la plupart de leurs interventions ne concernent que les intérêts de celui-ci. Bien sûr, la France Insoumise, le PCF, les écologiques, le PS dénoncent aussi le gouvernement. Mais pas le pouvoir et les responsabilités de la bourgeoisie, pas le capitalisme. Plus ils tapent sur Macron, plus ils dédouanent le grand patronat et de sa responsabilité. Ces partis ont les yeux rivés sur les prochaines élections de présidentielles 2022. Eh bien, ils n'apporteront rien aux travailleurs. Pire, faire croire au monde ouvrier que l'alternative électorale
que le changement viendra par la qualité électorale est une tromperie. Une tromperie sur l'ennemi que les travailleurs ont véritablement à combattre et une tromperie sur les moyens de se battre. La dictature des grands actionnaires ne repose pas sur les élections. On ne la battra pas en votant. La base des pouvoirs des capitalistes est dans la propriété privée des capitaux. La leur enlever et la transformer, les grands moyens de production en propriété collective ne se fera pas du haut du gouvernement. Ce sera la lutte entre deux classes sociales. Ce sera le fruit d'une révolution sociale. Toute solution qui se place dans le cadre du capitalisme est à rejeter en bloc. Il faut viser la révolution sociale, le renversement du capitalisme, l'expropriation de la bourgeoisie. Le capitalisme est miné par une contradiction fondamentale. Une propriété privée des capitaux de plus en plus concentrée dans un nombre réduit de mains. Un pouvoir donc de plus en plus individuel. Alors que le système productif est de plus en plus collectif, social, unifié, même à l'échelle du monde. La production de richesse est déjà collective. Il n'existe pas sur la planète un seul pays qui puisse fonctionner seul en autarcie. Il n'y a pas un site de production qui puisse fonctionner de façon autonome. La bourgeoisie peut s'accrocher à sa propriété privée et se battre pour la gestion individuelle et égoïste de ses immenses moyens de production, mais les forces de son propre système poussent à l'organisation collective. L'avenir est dans l'expropriation des capitalistes, la mise en commun des moyens de production dans l'organisation du travail concertée et collective et dans la disparition des frontières. Le capitalisme, en poussant à la concentration et à l'internationalisation, pousse à l'organisation collective et il a créé lui-même les prémices du communisme. Et il a créé la classe qui peut la réaliser, la classe ouvrière. Une classe qui est au cœur de l'organisation sociale de la production, qui est présente à l'échelle de la planète. Une classe, et donc chaque membre a conscience d'être un maillon d'une même chaîne. Cette place dans l'économie donne à la classe ouvrière la capacité de renverser le système capitaliste et de construire une autre société. Oui, les exploités, la classe ouvrière au sens large, sont le seul espoir de transformation pour demain. C'est la seule classe qui a la capacité historique de mettre fin au capitalisme. Elle porte en elle cette capacité de faire accoucher d'une société capitaliste, d'une nouvelle société fondée sur la propriété collective et la gestion collective de l'économie. Une société débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme, une société vraiment humaine. Les travailleurs ne sont pas les seuls à subir les conséquences de la société capitaliste. Les petits bourgeois sont frappés de plein fouet, provoquant désarroi, aigreur et dégoût politique dans leur rang. Si les travailleurs sont incapables de présenter une alternative aux grands capitalistes, aux banques, aux donneurs d'ordre qui les étranglent, la petite bourgeoisie qui n'est en elle-même porteuse d'aucune autre organisation économique ne peut que se transformer en supplétif de ce grand capital et renforcer politiquement les forces les plus réactionnaires. Cela fait aussi partie des menaces qui planent sur nos têtes. Alors oui, le combat de la classe ouvrière est la clé de la situation. Lutter pour les exigences élémentaires de la classe ouvrière, c'est se battre pour que l'ensemble des producteurs ne soient pas poussés vers la déchéance. C'est sauver ce que la société a de plus vital. C'est se battre pour l'avenir de toute la société. Dans cette période de guerre sociale de plus en plus féroce, imposer la répartition du travail entre tous pour qu'il n'y ait plus de chômage est une nécessité. Il en est de même pour l'indexation des salaires sur les prix et le contrôle ouvrier. On ne peut pas imaginer imposer ces objectifs sans une lutte âpre et difficile, une lutte qui empiétera forcément sur le pouvoir de la bourgeoisie. Les travailleurs ne se lèveront pas un beau jour pour faire la révolution. Ils se battront pour leur intérêt immédiat, des salaires décents, des conditions de travail supportables. Mais ils seront amenés par la force des événements, par la lutte des classes elles-mêmes, à se poser la question du pouvoir. Au cours du bras de fer,
ils seront face à la question: faut-il aller jusqu'à contester la direction de la bourgeoisie, lui disputer le pouvoir sur les entreprises, ou la laisser mettre comme si elle était chez elle? Eh bien, dès que la lutte sera enclenchée, il faudra que les plus combatifs, les plus conscients montrent le chemin, celui de l'expropriation de la classe capitaliste et la prise du pouvoir par les travailleurs eux-mêmes, car les travailleurs ne seront victorieux que s'ils s'érigent en dirigeants. Il n'y aura pas d'un côté un programme minimum atteignable avec un bon rapport de force et de l'autre, plus éloigné dans le temps, le programme de la révolution sociale. La lutte pour les revendications quotidiennes immédiates et celle pour le renversement de la bourgeoisie relèvent d'un seul et même combat. Militer pour les intérêts des travailleurs, c'est militer pour la révolution sociale. Les deux sont indissociables. Aujourd'hui, l'état d'esprit des travailleurs est loin du combat nécessaire pour inverser le rapport de force avec la bourgeoisie. Mais tous les camarades qui ont vécu des grèves le savent. Un état d'esprit, ça peut changer, et vite. C'est l'évolution de la crise elle-même et la gravité des coups qu'elle subit qui amèneront la classe ouvrière à se battre. C'est alors que les idées peuvent s'emparer des masses. C'est alors que le virus révolutionnaire donnera de la sueur froide à la bourgeoisie et à son État. Quand est-ce qu'un coup de colère se transformera en révolte? Quand est-ce que la révolte se transformera en révolution? Personne ne peut le prédire. Mais il n'y a que cette perspective qui tienne. Et pour gagner, il faudra que les exploités soient unis autour de leur propre intérêt de classe, autour d'un programme de combat qui affirme les besoins vitaux des travailleurs. Ce qui dépend de nous aujourd'hui, c'est de tout faire pour que lorsque les travailleurs se jetteront de nouveau dans le combat, il y ait des militants capables de leur proposer une politique correspondante à leurs intérêts. Des militants capables de proposer aux travailleurs de s'organiser dans un parti pour mener leur combat. Notre confiance dans l'avenir se fonde sur nos convictions de communistes révolutionnaires. Notre optimisme révolutionnaire, c'est qu'un jour, avec tous les exploités de cette planète, nous changerons le monde. Merci, camarades.